Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain change de terrain. Il quitte le terrain du sportif pour aller sur le terrain du juridique. Les deux parties se trouvent au prud'homme. Le Paris Saint-Germain qui réclame 440 millions d'euros, alors que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, réclame lui 263 millions d'euros. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir Prune Ginguenet, avocate au sein du cabinet Ask, qui va nous décrypter les enjeux de ce conflit. Prune Ginguenet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et un des premiers angles de Kylian Mbappé, de ses avocats, c'est de faire requalifier le contrat de travail de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de CDD en CDI. Pourquoi ? Alors, déjà, je pense qu'il faut rappeler que c'est vrai qu'en droit français, le Code du travail prévoit que la forme usuelle, normale du contrat avec un salarié, c'est le contrat à durée indéterminée, et que le CDD, justement, qui est un contrat à durée déterminée, doit faire figure d'exception et répondre à certaines conditions particulières. Dans le sport professionnel, c'est un peu la logique inverse, puisque depuis une réforme de 2015, une loi du 27 novembre 2015, qui a introduit dans le Code du sport un CDD spécifique, on part du principe que tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive professionnelle a recours contre rémunération au service d'un de ses salariés doit être un contrat à durée déterminée. Donc c'est dans ce cadre que le CDD de Kylian Mbappé en 2017 avait été conclu. Aujourd'hui, on a les conseils de Kylian et lui-même qui font une demande, parmi toutes leurs demandes, qui consiste à demander la requalification du CDD conclu en CDI. On se place un peu dans la mouvance de l'affaire Rabiot qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui lui a obtenu gain de cause, mais qui est, selon nous, un peu différente puisque c'était sur la base d'un CDD qui avait été conclu avant la réforme de 2015. Là, en l'occurrence, les conseils se basent sur une directive européenne de 1999 qui avait vocation à limiter les dérives dans l'usage des contrats à durée déterminée par les employeurs. Aujourd'hui, les conseils nous disent que voilà, on serait dans un usage abusif dès lors que le contrat n'avait pas vocation à être temporaire, mais qu'on serait plutôt sur une relation de travail permanente. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu va se cristalliser autour de ça, un peu, de savoir qu'est-ce qui prévaut. Est-ce que c'est cette directive qui, selon moi, s'applique pour les CDD, mais peut-être de manière globale, ou bien notre législation interne et le Code du sport qui, lui, prévoit un CDD spécifique pour les sportifs professionnels et notamment les joueurs de football professionnels. Et du coup, ça pourrait créer un précédent, c'est ça ? Ça créerait un précédent, mais c'est surtout que ça remettrait en cause en fait toute l'économie et le fonctionnement actuel du football, puisque si on se retrouvait qu'avec des joueurs en CDI, évidemment tout le business des transferts serait remis en cause et on voit pas bien aujourd'hui comment ça pourrait survivre à ça. C'est pour ça qu'à notre sens, les chances que le Conseil de prud'homme requalifie le CDD en CDI sont, à mon sens, assez limitées. Après, je voulais juste préciser, vous parliez d'un montant assez astronomique de plus de 250 millions d'euros. On est d'accord que ce n'est pas uniquement sur cette requalification de CDD en CDI. Des demandes. Voilà, on a aussi des demandes au titre de salaires impayés, de primes impayées, de dommages d'intérêt pour divers préjudices que le joueur estime subir aujourd'hui et dont il a fait part au conseiller. Alors justement, on va revenir sur les aspects financiers, les salaires et les primes impayées, puisque le Paris Saint-Germain a retenu un certain nombre de salaires et de primes de son ancien joueur. Est-ce qu'il pouvait légalement retenir ces sommes ? Alors, j'ai envie de vous dire que la réponse est très simple et que c'est non, par principe. L'obligation de payer le salaire et des primes qui sont contractuellement prévues et pour lesquelles il n'y a pas de discussion, c'est une obligation essentielle du contrat de travail et c'est l'obligation première de l'employeur à côté de celle de fournir un travail à son employé. Donc aujourd'hui, on n'a pas un fondement légal qui nous dirait que le PSG avait le droit de retenir ces sommes. Donc on nous dit que ce serait sur la base d'un accord verbal entre le salarié et l'employeur, le PSG, qui aurait lieu à l'été 2023, et selon lequel le joueur aurait renoncé à un certain nombre de paiements de rémunération et de primes.
On a deux problématiques. C'est que déjà, en droit du sport, et en particulier dans le milieu du football, la charte du football professionnel, qui fait figure de convention collective dans le milieu, prévoit que tout avenant au contrat de travail doit être homologué par la LFP, la Ligue de football professionnel. Donc il faut un écrit qu'on soumet à la Ligue et qu'il l'enregistre, l'homologue, on dit, pour qu'il vaille quelque chose. Aujourd'hui, sauf preuve contraire, il n'y a aucun document de ce type qui a été présenté par le PSG et on se contente de dire qu'il y avait un accord oral, ce qui est problématique puisque ça n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Et à partir de ce moment-là, si le PSG ne rapporte pas la preuve de cet accord, la rétention de paiement s'analyserait comme une sanction pécuniaire à l'égard du joueur, sanctions pécuniaires qui sont strictement prohibées par le Code du travail, là pour le coup, et susceptibles d'engendrer un certain nombre de sanctions. Alors, outre le rappel des paiements, effectivement, de salaires et de primes, des intérêts de retard, et des dommages et intérêts spécifiques qui pourraient demander pour le préjudice qui lui a été causé du fait du non-paiement de toutes ces rémunérations. Alors, au-delà des aspects financiers, ce que dénoncent les conseils de Kylian Mbappé, c'est aussi la pratique qu'on appelle du loft, qui est assez courante dans le football, c'est-à-dire qu'on met à l'écart les joueurs qui n'ont plus le droit de s'entraîner avec le groupe professionnel, qui n'ont plus le droit de faire des matchs, et ça a été le cas pour Kylian Mbappé quand il était au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une pratique qui est légale ? Alors, par principe, donc le loft, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui s'est pas mal répandu ces dernières années et les syndicats essayent un peu d'endiguer ça, l'UNFP notamment. C'est donc la pratique qui consiste à mettre un joueur, notamment de l'équipe première, un peu à l'écart de l'équipe, c'est-à-dire qu'il ne va plus aller aux entraînements avec l'équipe première, il ne va plus faire les déplacements, plus faire les matchs, pendant une période donnée en général. Cette pratique, par nature, elle n'est pas interdite, elle est encadrée, notamment par à nouveau la charte qui prévoit que pour certaines raisons sportives, notamment, l'employeur a la possibilité de faire circuler des joueurs entre ses équipes premières et équipes réserves, du moment que, globalement, on garde des conditions d'entraînement équivalentes, des conditions de travail. Ils ne doivent pas être totalement mis sur le banc. Ça ne doit pas être une sanction, en fait. Et la problématique ici principale, ça va être de savoir est-ce que ce choix était guidé par un impératif sportif ? Y avait-il une stratégie au niveau de l'organisation de l'équipe qui nécessitait que Kylian Mbappé soit mis un peu en retrait ? Ou bien est-ce qu'on est dans une stratégie plus globale qui consistait à mettre un peu la pression sur ce joueur pour soit qu'il prolonge son contrat de travail comme cela était potentiellement prévu, soit qu'il quitte le club et que le PSG puisse bénéficier d'un transfert à ce moment-là. Ça sera donc l'enjeu de distinguer pour les conseillers si on est sur une pratique normale et si, mis aux côtés de plusieurs autres comportements qu'aujourd'hui le joueur reproche à son club, on serait sur un harcèlement moral généralisé qui consistait du coup à mettre la pression sur le joueur pour obtenir de lui ce que le club voulait, c'est-à-dire, dans l'idéal, un transfert du joueur contre une somme d'argent et pas un départ libre la saison d'après. Bon, on verra tout ça le 16 décembre prochain, verdict donc du Conseil des prud'hommes. Merci Prune Gingnet. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet ASC. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.